se retrouve aujourd'hui pour un épisode bien-être, le premier épisode bien-être, et j'aimerais vraiment parler de quelque chose. Tout d'abord, j'aimerais dire que je n'aime pas le mot motivation. Ce mot étant trop connoté développement personnel excessif et pour moi, ça te met une pression qui finalement produit l'effet contraire. En fait, je pense que ce mot revêt un caractère trop psychologique et mental. Je n'aime pas vraiment le terme de volonté non plus. Par exemple, on entend souvent il faut faire preuve de volonté pour faire ceci ou cela. Si tu n'arrêtes pas de fumer, c'est que tu fais preuve de mauvaise volonté. Si tu ne vas pas à la salle de sport, c'est que tu n'as pas assez de volonté et j'en passe. C'est quoi exactement la volonté ? À se faire preuve d'une force mentale qui va te pousser à atteindre tes objectifs ? En général, c'est ce que l'on pense quand on parle de volonté. Moi, je préfère au terme de motivation et de volonté le terme d'énergie, car notre corps est fait d'énergie et a besoin d'énergie. Historiquement et originairement, c'est en Inde et en Chine que l'on parle davantage de ce terme, pour manifester que le corps est en fait d'énergie vitale qui passe notamment par les organes. J'interprète l'énergie comme une sensation physique et mentale de force plus ou moins grande que l'on ressent dans son corps et que l'on a aussi à notre disposition à différents degrés selon les jours et selon la santé. Cette ressource physique est donc aussi mentale. C'est pourquoi l'adage « un esprit sain dans un corps sain » du poète romain Juvénal au 1er siècle après Jésus-Christ l'avait déjà lui aussi dit il y a longtemps. Voilà pourquoi il est important de s'écouter lorsque l'on est très fatigué, au contraire, de profiter de l'énergie de notre corps lorsqu'elle est disponible pour, par exemple, faire certaines activités et de s'interroger qu'est-ce que l'on a envie de faire à l'instant T. Ce n'est pas toujours facile d'y répondre, car nos envies se mêlent parfois à nos obligations. Du coup, on ne sait plus vraiment si c'est notre corps ou notre mental qui parle. Enfin, souvent quand même, les expressions que l'on utilise parlent d'elles-mêmes. Il faut que, je dois, et ça c'est du mental. Je pense que dans notre société occidentale, la place du mental est plus importante que dans d'autres sociétés et cultures. Ici, on a l'impression que c'est le mental qui donne des décisions pour notre corps, qu'il donne une impulsion au corps pour le mettre en mouvement, comme si le mental venait toujours d'abord. Nous apprenons à mettre notre corps au service de notre mental et faisons en sorte que le corps soit dépendant du mental, comme quelque chose de mécanique. Mettre ces sensations corporelles en avant relève selon moi d'un travail qui n'est pas naturel au premier abord dans notre culture occidentale. Il n'est pas question de diaboliser le mental. Si l'on considère que les émotions sont issues du mental principalement, elles impliquent aussi des phénomènes neurologiques. On parle du système limbique et biologique, les sensations physiques. Les sensations corporelles y sont donc liées et doivent être prises en considération. On ne va pas chercher ici à gérer ces émotions comme si elles pouvaient être rationalisées. Et si l'on en croit la nature de celles-ci, elles sont aussi les produits de sensations corporelles. C'est là d'ailleurs que ça devient un peu dangereux parce qu'on surinterprète nos émotions et sensations et on leur donne une explication mentale. Déconstruire ces représentations mentales et essayer de comprendre ce qui vient en premier ou non, c'est l'histoire de la poule. Bien sûr, notre mental nous signale par des recommandations, des observations tirées de l'expérience, que lorsque l'on fait une activité intellectuelle trop poussée, on peut avoir un mal de tête ou l'on peut se sentir épuisé, ou que le travail que nous faisons nous apporte trop d'anxiété et de rumination, ce qui contribue à nous épuiser physiquement. Notre mental nous permet d'élaborer des changements de paradigme et d'habitude, et de nous faire prendre conscience de nos représentations et de ses habitudes. C'est un peu lui qui verbalise une expérience comme étant positive ou négative, et qui risque d'imprimer en soi-même, dans sa mémoire et dans son corps, l'appréciation qu'on lui aura attribuée. Le mental peut nous enfermer dans des représentations avec des associations, des classements, mais peut-être un outil si l'on le mémorisait par minimum. Nous continuerions d'ailleurs de faire toujours les mêmes erreurs, et en même temps on ne pourrait pas avoir une même chose autrement, et dans ce cas l'oubli serait aussi utile pour redécouvrir cette chose. Donc le mental peut être un outil qui ne doit pas toujours être pris comme un unique facteur d'alerte. Il semble d'apparence plus facile d'écouter son mental, car on a appris à raisonner de manière catégorique. Les sensations corporelles ou les émotions, on les interprète, on ne les comprend pas toujours. Parfois, un symptôme mental peut engendrer des conséquences physiques invisibles. Mais peut-on tout de même, dans certaines situations, dissocier les deux ? Dans certaines situations, notre jugement critique et objectif va être important pour peser le pour et le contre. Mais il n'est pas question de se prendre la tête ainsi pendant des heures, et ce dès qu'il y a un choix à faire. Pour les choses plus subtiles, où l'on sait que l'on a un certain pouvoir de faire changer les choses, alors oui, cela peut être source de dilemme. C'est lorsque l'on a la liberté de choisir et d'agir le plus que l'on se retrouve parfois comme dans une sensation de piège et d'emprisonnement. C'est le comble, non ? Parce que je pense que la subtilité qui permettrait un équilibre entre mental et sensation du corps est là. L'instinct et puis la responsabilité. L'instinct déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est là où entre le conflit de notre libre arbitre. On sent que l'on ne devrait pas aller à cette soirée, mais en même temps, ce serait refuser une autre possibilité, qui serait peut-être celle de s'amuser, ou qui serait peut-être celle d'éviter de se faire juger pour sa décision. Cela peut être une voix intérieure, notre inconscient qui nous parle, mais notre ego, et c'est là le mental un peu buté qui entre en jeu, nous affirme que non. Que ce n'est pas bien parce que notre choix va avoir des répercussions sur autrui. Si l'on est seul à prendre une décision qui n'aura de répercussions que sur nous-mêmes, est-ce que cela est moins dérangeant ? Et c'est là qu'entre notre responsabilité en jeu.
On se projette sur l'avenir et on ne regarde pas le présent. Ce que je ressens maintenant est bien présent et a une certaine forme. La situation sociale nous impose des heures, des jours, des temps. Tu peux dire oui à l'instant T parce qu'à l'instant T tu t'imagines déjà, mais comment savoir ce que sera l'instant T du jour où tu dois te préparer à sortir? On se sent comme obligé de donner une réponse immédiate pour quelque chose qui va avoir lieu dans quelques jours, voire plusieurs semaines. Cela peut être très angoissant en effet, et c'est le problème de vouloir intellectualiser le choix. On se perd dans des raisonnements où l'on ne sait finalement plus qui ou quoi prioriser et où tout un tas de paramètres peuvent rentrer en compte. Si c'est la première fois ou l'instantième fois que l'on annule au dernier moment, si l'on n'utilise pas toujours la même excuse qui aujourd'hui n'est pas valable, si ce n'est pas plutôt un trouble de l'anxiété, l'on ne va pas non plus chercher à toujours départager le corps et l'esprit, à savoir si maintenant ce que je veux dépend de mon esprit ou de mon corps. C'est plus complexe que cela. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actions que l'on fait de manière inconsciente. L'on ne compte pas toutes les petites choses que l'on fait inconsciemment parce que c'est notre esprit ou notre corps qui enclenche le processus, ou bien un mélange des deux. Dans le cas de son cycle menstruel, par exemple, une femme va avoir plus tendance à se sentir triste ou en colère en réponse à ce que son corps vit. Le frisson que l'on éprouve en regardant un film d'horreur ou en écoutant une chanson que l'on aime va conditionner nos émotions respectivement à nos sensations de l'instant T, mais c'est à l'inverse la représentation des émotions que l'on traverse à l'instant T qui va conditionner une traduction physique. Les deux, émotions mentales et sensations physiques, communiquent sans cesse et sont intrinsèques. Ce que dit notre corps, c'est ce que dit notre âme, mais notre âme regroupe aussi l'esprit. Notre corps est exposé, brut, à des possibilités infinies de sensations. Je repense à la période du Covid qui nous a tous forcés à se dire stop et à prendre du temps pour soi malgré soi. Quand on est en plein dans ses études, on ne se rend pas compte à quel point notre soif de nous amuser prend le pas sur notre santé. Pendant ces années, j'écoutais mes envies sociales, comme par exemple les représentations mentales, le fait d'être satisfaite de me voir grandir, de me sentir adulte et socialement accomplie, et mes émotions, conditionnées par le facteur groupe, par l'alcool, mais j'écoutais aussi mes sensations personnelles, ce que ça me procurait de faire ça, et dans tout ça, je n'écoutais pas mon corps. J'ai réalisé que mes sorties excessives étaient liées à un état mental qui m'imposait presque de le faire, c'était devenu une habitude, voire une addiction. Je voulais tout faire, tout voir, tout découvrir, j'avais une soif d'explorer et d'être active, de ne jamais me reposer ou de dormir parce que pour moi c'était une perte de temps. Mais ce n'est bien qu'après que je me suis imposé un rythme de sommeil plus important en me couchant plus tôt. En me levant plus tôt, du coup, je réalise beaucoup plus de choses dans ma journée et je suis bien plus positive. Notre corps a besoin de repos pour bien fonctionner et pour nous permettre de faire ce que l'on veut faire. Si l'on se sent plus positif et énergique au sortir d'une bonne nuit de sommeil, c'est qu'un corps en bonne santé est un corps qu'on écoute et dont on prend soin. Ainsi, cela aura forcément une incidence positive sur notre énergie mentale. Si l'on pense qu'il faut vivre de manière effrénée, sans s'arrêter pour être plus productif, pour faire plus de choses, c'est finalement le contraire qui se passe. C'est pour cela qu'il est important que vous essayiez de comprendre ce qui vous procure de l'énergie. Est-ce les autres, le fait de se retrouver seul, de prendre un bain, de faire une activité créative? Je pense qu'il faut se libérer de ses obligations un instant pour pouvoir se recharger et comprendre comment nous fonctionnons en termes d'énergie. Si je suis plutôt introvertie, je vais avoir besoin de moments seuls. Si je suis extravertie, je vais me recharger auprès des autres. Cela va me donner à la fois une vitalité mentale et une vitalité physique. Lorsque l'on a besoin de se recharger, c'est à la fois le mental et le physique qui parlent. Parce qu'une trop forte stimulation mentale engendre inévitablement des conséquences physiques. De même, une condition physique négative engendre des répercussions mentales liées directement aux symptômes. Lorsque vous sentez de la fatigue, osez vous dire non. Si un ami vous propose de sortir mais que vous êtes trop fatigué, dites non et proposez un autre moment. Est-ce que c'est la peur d'être seul qui nous pousse à dire oui, le conditionnement d'une jeunesse qui devrait être active, qui devrait tout gérer en même temps? Est-ce que ça rime avec vieillesse de se dire que l'on ne va plus en boîte, que l'on ne boit presque plus d'alcool à s'en sentir mal, que l'on souhaite dîner tôt et rester chez nous? Parce que c'est la preuve d'un comportement plus consciencieux des choses. L'environnement change autour de nous. La génération actuelle souhaite un nouveau rapport au travail, avec un équilibre vie pro, vie perso. Elle sort moins, elle ose un peu plus dire non, elle se maquille moins, elle a besoin de nature, d'authenticité. Tout va toujours trop vite et nos corps ne s'adaptent plus à ces rythmes, je pense. On est fatigué, on n'a pas le temps d'apprécier les choses, l'instant présent, de comprendre ce dont nous avons besoin. Prendre soin de son corps est devenu un geste plus sécure pour moi parce que j'ai aussi réalisé à quel point c'est important. Et aujourd'hui, quand on fait face à de plus en plus de maladies physiques et psychiques, que le monde est incertain, que l'on se sent mal dans une société qui n'est pas dans cette écoute, il est devenu pour moi impératif de vous partager ce ressenti. En résumé, je pense qu'il est important d'écouter mental et physique, en comprenant leur imbrication, leur subtilité, sans avoir besoin de toujours tout décortiquer, de savoir dissocier quand ce que nous nous imposons est imposé par la société ou par nos obligations, et ce qui nous permet de mieux nous connaître et de nous orienter vers nos besoins. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour un nouvel épisode.